Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, l'épisode 13. Donc 13, c'est pas vraiment un épisode malchanceux, au contraire, c'est le dernier épisode par rapport à la saison régulière de cette CAN PL. Comme d'habitude, avec vous, Adi Raphaël, un des hôtes de CS à l'érable, et je suis rejoint par mon collègue de toujours, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Salut Eddie, ça va bien comme toujours et toi? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Je suis très excité de parler encore de cette dernière journée de CanPL. C'est vrai qu'elle ne comptait pas pour beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. En fait, juste certaines dernières places à décider. Mais le gros, on le savait. La finale, on la connaissait, ainsi de suite. Mais n'empêche, il y a eu des matchs quand même assez intéressants. On va commencer par les premiers matchs. Le premier match, c'était York 9 à York qui recevait Halifax Wanderers. Une victoire des visiteurs, donc des Wanderers, sur le score de 2-0. T'as pensé quoi de ce match-là? Bien, moi je pense que les Wanderers méritaient d'avoir leur première victoire à l'extérieur et ils l'ont fait d'une belle manière. Après ça, on a eu Gutiérrez qui a marqué un but plein de rage de la tête. Il avait pris le dessus sur Abzi. Et après ça, il y avait un magnifique but de Ida. Pour l'anecdote, il y a eu la première titularisation de Vance, le gardien de York 9. Puis comme je l'avais déjà mentionné, York 9 était la seule équipe à avoir trois gardiens dans son effectif. Il fallait partager un peu le temps de jeu. Et Ingham a été tellement décisif que ça n'a pas été le cas. Gasparotto a été le seul joueur de toute la ligue à avoir joué toutes les minutes de son équipe. D'accord, quand même intéressant. C'est Gasparotto, c'est un de mes chouchous. Je pense que tu le sais. Et beaucoup de monde qui écoute CS à l'érable, ils le savent. Parce que je trouve que c'est quand même un défenseur très intéressant qui a été très très bon. Il est jeune encore, il a 24 ans. Donc c'est un joueur qui, je pense, pourrait être très important pour York 9. Et même à un moment donné, ça ne m'étonnerait pas de le voir en équipe nationale comme quatrième défenseur ou même plus à un moment donné. Ou bien même le voir aller dans d'autres clubs, peut-être aller en MLS ou quoi que ce soit. C'est un très très bon joueur qui m'a beaucoup impressionné. Par rapport à ce match-là, moi, j'ai déjà parlé comme quoi c'était la première victoire de Halifax à l'étranger. C'est quand même intéressant parce que c'est important, les soirées de première pour une nouvelle équipe. On sait que ça fait juste un an que Halifax existe. Donc, pouvoir briser la glace avec cette première victoire à l'étranger, c'est quand même intéressant. Et ça peut aider à débloquer la situation beaucoup plus rapidement l'année prochaine. Donc, c'est quand même intéressant pour Halifax. Et on a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de beaucoup marquer. Donc, Ida qui a marqué son premier match, en fait, à vie avec Halifax, en CanPL, pardon. Et de l'autre côté, on a Gutiérrez qui n'a pas l'habitude de marquer souvent, mais sauf que qui marque aussi son but. On s'attendait beaucoup plus de Gutiérrez, le Purivien. On s'attendait à ce qu'il soit, en tout cas moi personnellement, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus intéressant avec l'équipe. Il a joué, mais il n'a pas joué aussi souvent que ça. Je vois qu'il a joué 19 matchs avec les Wanderers. Je pense qu'il a eu quelques blessures. C'est la raison pour laquelle il n'a pas beaucoup joué. Mais il a marqué juste son deuxième but de la saison en 19 matchs. Donc, pas très intéressant pour un joueur international. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que les joueurs internationaux devraient être un peu plus importants, vu qu'il y en a si peu que ça. Ben, après ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu autant de temps de jeu que par exemple Ida. Ouais. À voir l'année prochaine, je sais pas si lui il avait un contrat d'un an ou plus. Et je pense qu'il y aura peut-être moyen de le remplacer l'année prochaine. Il n'a pas été très décisif dans l'équipe. Peut-être je sais pas comment vont procéder les clubs, mais à suivre. Moi, je pense les équipes de bas de tableau vont changer beaucoup l'effectif. D'ailleurs, il y a certains entraîneurs qui ont parlé de ça, mais quand on sera rendu à cette équipe-là, je te réserve le suspense là-dessus. Parfait, excellent. Mais en tout cas, je pense que c'était une bonne victoire pour Halifax. Le but de Ida est quand même magnifique.
Je vous conseille d'aller le voir. Pour le but de Gutiérrez, c'est quand même un but assez rageur après un tir rendu par le gardien. Puis c'est un tir, c'est un coup de tête assez rageur qui est quand même intéressant à voir. Halifax termine en dernière position lors de cette compétition. Pardon, non, oui, si. Halifax termine en dernière position lors de cette compétition du championnat d'automne. Une grosse régression par rapport au championnat du printemps où ils avaient terminé quatrième sur 7. Là, ils terminent juste avec 17 points en 18 matchs, donc moins qu'un point par match. C'est la seule équipe qui a moins qu'un point par match. Beaucoup de choses à travailler pour Stephen Hart l'année prochaine, donc on verra ce que ça va donner. Du côté de York Nine, c'est l'équipe qui finit en troisième place malgré cette défaite avec 23 points en 18 matchs. C'est quand même assez décevant parce qu'on s'attendait en tout cas, le York Nine avait beaucoup plus d'ambition. Par contre, c'est intéressant parce que York Nine s'est beaucoup amélioré par rapport au championnat du printemps où ils avaient fini sixième, et puis là, ils terminent troisième. Donc, quand même une certaine progression de ce point de vue-là. Donc, c'est quand même encourageant pour la suite. On passe au prochain match. Ça a été la victoire du champion, le champion de tout, le champion d'automne, le champion du printemps, qui s'est imposé encore une fois dans le derby, le énième derby d'Alberta entre donc, le Cavalry et FC Edmonton, sur le score de 3-1. Il y a eu un bijou, moi je trouve, le but de Sergio Camargo à la 76e minute. On a eu Jordan Brown qui a marqué un deuxième but, puis José Escalante en penalty à la 86e minute. De l'autre côté, comme d'habitude, du côté de Edmonton, c'est Easton Ongaro, encore une fois, avec un but à la 90e minute. Donc, les 4 buts ont été marqués dans les 15 dernières minutes. T'as trouvé quoi ce match? Est-ce que tu as aimé ce match-là, Daniel? Eh bien, comme tu as dit, les équipes ont voulu nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Honnêtement, le but de Brown, j'ai vu que la Ligue se demandait si ce serait le but de l'année, mais moi, je sais pas si c'était le compte OneSoccer ou le compte CanPL sur Twitter qui se demandait si ça serait le but de l'année. Mais moi-même, juste cette semaine, je trouve qu'il y a eu des buts plus beaux que le but de Brown. Sûr que sa frappe était puissante, ça rebondit derrière la ligne et ça ressort après. C'est impressionnant comme tir, mais moi, je suis pas plus, je veux dire, j'ai trouvé que même, comme tu as dit, le but de Camargo, déjà, je trouve qu'il était plus beau. Dans l'ensemble, c'est le seul match de la semaine, je pense, qu'il y avait un enjeu, là, parce que Ouais. le Cavalry voulait terminer premier de la compétition, de la saison d'automne, et Oui. FC Edmonton voulait gagner son premier Al Clasico. Malheureusement, c'était la logique qui a été respectée. Cavalry n'a pas trop fait tourner l'effectif. Puis honnêtement, je sais qu'on en a déjà parlé, mais le Cavalry a beaucoup de joueurs. Je me rappelle, Tommy Wooden Jr. avait dit avant la saison que il voulait gagner printemps, automne et la finale, et qu'il voulait recruter et les joueurs internationaux qu'il ramenait, il voulait que ce soit des jeunes joueurs qui soient comme affamés pour se relancer et partir après. Donc, c'est pour ça aussi, je crois que, si je peux me permettre, je crois que c'est pour cette raison qu'ils ont réussi à avoir des joueurs qui en voulaient encore, malgré qu'ils étaient sûrs de faire la finale. Parce que honnêtement, c'est très dur de motiver des joueurs quand tu n'as plus grand-chose à gagner jusqu'à la finale. Et ils ont été capables. C'est pour ça que leur public a continué à venir. C'est pour ça qu'ils ont un certain soutien. Ils ont une certaine sympathie. Même moi, personnellement, tu sais, j'ai pas d'équipe de parti pris, mais j'aime bien voir leurs matchs. J'aime bien l'attitude de l'entraîneur, des joueurs. Puis ça s'est vu jusqu'à la dernière minute de la saison régulière, là. Ils ont pas triché, comme on dit. Comme Brown, comme l'avait dit notre ami Kevin Laramé, Brown, c'est un joueur anglais. Il est pas très vieux, donc lui, il vient pas ici parce qu'il aime les Rocheuses, là. Il est venu ici parce que il voulait se relancer et je suis sûr que son agent est déjà en train de travailler pour lui trouver un point de chute. C'est pour ça qu'il continue à se donner à fond en fin de saison. Comme Jalen Boucher aussi, c'est un jeune joueur allemand. Pas mal sûr que son agent est en train de travailler en Europe, là. Donc, je suis très, très content que le Cavalry a pu nous offrir des hautes performances jusqu'à la fin.
Oui, effectivement, ça a été assez intéressant. Jordan Brown, oui, il a fait. Je sais pas comment il va trouver une place en Europe parce que bon, ses stats sont pas non plus très reluisantes. 23 matchs, 4 buts, une passe décisive. C'est pas extraordinaire pour un attaquant. Donc, ouais, je le vois rester encore là l'année prochaine. Ça veut pas dire que c'est mauvais de rester là. Au contraire, il pourrait être une pièce très importante. Par contre, je pense qu'il y a d'autres joueurs du côté de Cavalry qui vont se délicher d'autres contrats. Je pense souvent à, je sais que j'en parle souvent, mais je pense à Nico Pasquati, par exemple, qui je pense, ça m'étonnerait de le voir encore en KNPL. Et il y a des jeunes joueurs aussi, enfin, des joueurs qui ont été très importants, comme Zator, comme Carducci, que je ne verrai pas non plus rester en KNPL. Après, c'est possible qu'ils veuillent rester dans leur club pour s'établir sur la durée, pour garder une certaine stabilité, puis aider à la Ligue à grandir, c'est possible aussi. Tout est possible, mais sauf que bravo, chapeau à cette équipe du Cavalry FC qui a réussi à gagner les deux premiers tirs de l'histoire. Il reste le troisième qui est la finale. Chapeau à Tommy Wilden Jr. qui a complètement réussi son pari. Bravo, c'est tout ce qu'on peut dire. On peut juste les féliciter. Une belle victoire pour Cavalry. Du côté d'Edmonton, ça a été un peu plus compliqué, mais il y a par contre quelques satisfactions. Je pense qu'ils devraient un peu plus commencer à, se, à vraiment donner un peu plus de chance à leurs jeunes du centre de formation. Comme Amanda, on en a parlé la semaine passée. On a vu combien, même s'il n'est pas du centre de formation, mais on a vu combien Ongaro a été important avec eux. On a vu Didic qui a été appelé avec l'équipe nationale canadienne à tout juste 24 ans, même s'il n'est pas formé avec eux. Bref, donner un peu plus de chance aux jeunes au lieu de donner de la chance à des joueurs comme Chani, Ohin, Raphaël Ohin aussi. ouais, c'est ça, Euh, je préfère avoir Ah non, ce Ohin, genre. pardon, est à Valeur. Non, il y avait un autre Non, joueur qui était. il y a l'attaquant là, Amiobi. Oui, Oui, puis il y avait un autre Amiobi. qui jouait avec l'équipe nationale canadienne, qui vient Oui, d'Edmonton. Je sais c'est quoi son nom de famille composée. oui, et oui, effectivement, je pense ghanéen, je pense. Oui, il y a un nom de famille ghanéen, Ouais, ouais, effectivement. c'est ça, je ne me rappelle plus de son nom. Mais il y a aussi l'Haïtien James Marcelin à 33 ans, par exemple. Ces joueurs-là que je pense qu'il est temps que Edmonton réalise que ce n'est pas vraiment le but de la CNPL de faire jouer ces joueurs-là, mais beaucoup plus de lancer des jeunes. Ils seront capables de le faire. C'est Randy Edwini Bonsu, duquel tu Oui, parlais. effectivement, oui, je te remercie, oui. Ouais, c'est ça. Il a joué en bas de son niveau, puis c'est un attaquant. Finalement, ben, comme c'est quelque chose qui est un constat, qui c'est pas juste moi qui l'ai fait, là. Il y a des joueurs qu'on attendait qui ont joué en bas de leur niveau, mais ça a laissé la chance à des jeunes de jouer en haut de leur niveau. Ben, en haut de leur niveau, en haut des attentes, si on veut. Par exemple, Ongaro a pu profiter du fait qu'il n'y avait pas vraiment de buteur dans l'équipe pour être le buteur, surtout de la tête d'ailleurs. Et Ongaro, comme je l'avais déjà mentionné, il avait été repêché dans le draft par Cavalry, qui doit maintenant s'en mordre les doigts. Comme tu as dit, FC Edmonton, ils ont une académie, puis c'est la seule équipe à en avoir une d'ailleurs, donc ils devraient en profiter parce que tant qu'à perdre, il vaut mieux perdre en faisant jouer des jeunes et au moins le public va s'identifier à ça plutôt que de ramener des joueurs internationaux qui n'ont pas vraiment, ils ont pas vraiment eu d'impact il n'y a pas eu l'impact espéré, pardon. Il y a eu Omar Diouf qui a eu quelques bons matchs par-ci, par-là. Dans l'ensemble, ça a été quand même intéressant. Il y a eu Ouais. Soria qui a eu des bons matchs au début. Il n'a pas réussi à tenir la cadence. Et en tout cas, on fera leur bilan un autre jour, Ouais, mais on en parlera une autre fois. Par ouais. contre, pour ce match-là, je pense en tout cas, je pense ils ont remarqué je pense qu'ils ont donné une dernière chance aux vétérans parce que ça m'étonnerait de les voir rester l'année prochaine, mais on parlera de ça plus tard. Et puis, encore une fois, ils n'ont pas réussi à battre leur rival, donc leur Ouais. nouveau rival, qui est bien évidemment le Cavalry FC. On passe au prochain match.
Ce prochain match, et c'était le dernier match de cette saison d'automne, et c'était Pacific FC qui recevait le Valor FC, et puis c'est Pacific qui s'est imposé 2-0, et dans un premier but de Zach Verhoeven, ne pas se tromper avec Noah Verhoeven, il y a deux Verhoeven à Pacific FC, et Zach Verhoeven, le jeune Zach, a marqué un but que toi tu as nommé but de la semaine sur Culture Soccer, un but magnifique avec un 1-2 avec Terran Campbell, vraiment à voir, super beau. Et puis juste après, à la 61e minute, c'est Ben Fisk, l'international canadien, qui a eu une seule apparition, je pense, avec euh, Les les Rouges. Rouges. Donc c'est ça, deux apparitions avec les Rouges, qui a marqué le deuxième but à la 61e minute. Donc, t'as pensé quoi de ce match-là? Moi, je suis content que Pacific a fini la saison sur une bonne note. Faut pas oublier que c'était le premier match du nouvel entraîneur le nouvel entraîneur Merriman qui a remplacé l'entraîneur danois Silberbauer. Donc, quand même intéressant de voir ça et c'est quand même encourageant pour la suite. Ouais, bien sûr. Ben moi, je suis content pour eux, là. Comme tu l'as dit, je sais pas si on avait mentionné lors des années podcasts, je crois que ça n'avait pas encore été annoncé, mais Silver Non, Bauer a été congédié. Donc, c'était l'occasion aux joueurs de faire plaisir au public malgré cela. Il y a eu vraiment une bonne performance des joueurs du Pacifique. D'ailleurs, Verhoeven, quelques minutes après, si je me rappelle bien, il avait reproduit le même, on appelle ça en anglais le cheap shot, là, comme le petit lob devant le gardien. Et par contre, il l'avait lancé par-dessus le but. Mais c'était de toute beauté ce but. Moi, j'adore ces buts-là. Là. C'est pour ça qu'il a été but de la semaine. Mais après ça, je trouve que Verhoeven a eu quand même une bonne saison. Mais dans l'ensemble, il y a pas tout... Le gros problème de Pacific, c'est qu'il y a eu souvent des joueurs comme ça qui font une bonne performance par-ci, par-là. Moi, De Jong a joué, il a pu jouer avant la fin, il a joué en fin de saison. C'était c'est l'occasion juste de dire au revoir au public. Puis moi, je pense que ce que j'ai aimé aussi dans cette dernière journée, puis même la semaine d'avant, là, c'est que les derniers matchs devant le public ont été respectés de part et d'autre. Les joueurs se sont donnés à fond devant leur public et le public a répondu présent pour dire au revoir aux joueurs. Puis ça, j'ai vraiment apprécié cela. oui, effectivement, effectivement. Donc ça, il faut pas se tromper entre les deux. En fait, c'est Eric Chenois qui était venu dans un de nos épisodes. C'est pas deux Verhoeven, il y a un Verhoeven, il y a un qui est Verhoeven. Donc faut pas se tromper entre les deux. C'est pas écrit, il y a un E de plus à Noah par rapport. C'est pas le même nom de famille. Donc bref, juste la petite anecdote. Ah, merci Et je sais qu'Éric Chenois se fâcherait si jamais je précisais pas cette différence, parce qu'il en a parlé assez à l'érable il y a quelques épisodes. Parlons un peu du résultat de Valor FC. Valor FC, bon, qui termine la saison sur ce score de 2-0, une nouvelle défaite. Malgré tout, Valor FC, je pense que ça va beaucoup mieux. Ils ont fini cinquième avec 19 points en 18 matchs. Par rapport à à la saison de printemps, ils avaient terminé dernier avec 9 points en 10 matchs. Ils font mieux en points par match. Pas beaucoup mieux, mais un peu mieux. Puis ils terminent cinquième au lieu de dernier, au lieu de septième. Donc, une petite progression. Et Rob Gale avait dit qu'il fallait donner du temps à Valor pour qu'il se développe. Et on voit il y a une légère progression, donc c'est quand même encourageant quelque part malgré cette défaite-là. Je pense qu'il va y avoir, comme tu l'as dit, beaucoup de changements dans les clubs de Ben, fins de bas de tableau. voilà le scoop, c'est qu'il avait annoncé Rob Gale après le match qu'il allait avoir, je pense, 50 à 70% d'effectifs qui allaient être changés. Donc, à suivre dans les prochaines semaines. Là, mais là, c'est un peu à froid. Je pense qu'il a été pas mal déçu de plusieurs joueurs. Je veux dire à Euh, chaud. Je veux dire à ouais, chaud. à chaud, pardon, oui. Mais merci. Merci. On distingue plus le chaud du froid avec la température. Mais non, à suivre là, dans les prochaines semaines, il y aura bien des choses qui vont se passer de ce côté-là. Mais c'était leur dernier match à l'extérieur. Ironiquement, d'ailleurs, ils avaient gagné les premiers matchs de leur saison à l'extérieur à Pacific, là, au West Hill Stadium. Donc là, ils terminent la saison là-bas, mais Avec une vraiment, défaite cette fois-ci. exactement. Mais en tout cas, Parfait. à voir.
En tout cas, juste pour l'anecdote, j'aimerais juste dire que Silva Bauer aurait réussi quelque chose à être le premier dans l'histoire de la CNPL à être envoyé. Donc, bref, c'est méchant, mais n'empêche, il n'a pas réussi son pari, le danois, l'ex-international danois n'a pas réussi son pari de venir être une idole ici au Canada, malheureusement. Donc, il quitte très tôt la première ligue canadienne. Puis, j'ai pas parlé un peu du classement de Pacific. Pacific finit quand même quatrième. Une petite progression par rapport au printemps, euh, même si ils sont meilleurs, enfin, ils sont meilleurs dans le classement parce qu'ils ont été cinquième au printemps. Par contre, point de vue récolte de points par match, c'est à peu près sensiblement la même chose. Donc, pas de progression dans les résultats, mais progression dans le classement. Donc, c'est quand même quelque chose de pris. Je pense que Pacific va devoir aussi réviser plein de choses dans la saison morte. Beaucoup internationaux canadiens qui sont venus espérant se relancer, qui n'ont pas trop réussi. Par contre, les jeunes joueurs, il y a beaucoup de très très bonnes satisfactions. Il faudra à ce moment-là peut-être mieux les entourer avec des vétérans qui ont un plus grand impact sur le jeu, en fait. C'est ce que je pense. Mais au-delà du bilan de l'équipe pour Silberbauer, moi, je veux juste dire que, je veux dire, c'est sûr que sur le coup, il y a eu une surprise parce que il semblait aller vraiment aller dans un projet à long terme avec l'équipe. En même temps, les résultats n'étaient pas là, mais moi, je pense que l'erreur initiale, c'était de le recruter, là. Il fitait pas du tout si on compare avec le profil des autres entraîneurs, il était le seul qui était pas, qui a pas vécu au Canada, qui était pas ancré dans la culture locale. Tu sais, Hart n'est pas Canadien de naissance, mais Ouais, il a été euh, entraîneur, il a été sélectionneur national pendant ouais, plusieurs il a vécu. années. Non, mais Hart est connu, il a vécu à Halifax, il a En étudié plus, là-bas. Tu sais, Gail, si je me trompe pas, sa conjointe vient de Winnipeg. Ou Tommy ouais. Junior, lui aussi, ça fait longtemps qu'il est à Calgary. Que chacun était ancré dans sa communauté, sauf lui qui arrive de nulle part. Il vient d'Europe et il atterrit dans une île. Je veux Ouais, dire, non, exactement. c'était vraiment pas le. Je sais que il a joué avec Rob Friend, si je ne me trompe pas, un des actionnaires d'équipe. Il avait joué avec lui en Suisse. C'était la seule raison pour laquelle il était là. Puis moi, je pense que c'est genre de copinage. Tant qu'à faire du copinage, ramenez-nous quelqu'un qui connaît un peu le contexte local, puisqu'il ne fitait pas du tout dans le. Je sais que les autres entraîneurs l'aimaient bien comme personne, mais comme entraîneur, je pense qu'il ne fitait pas du tout dans la mentalité un peu de la CanPL. Puis c'est dommage qu'il en paye les frais. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Ben, pas aujourd'hui, mais dans d'autres podcasts, on va faire un peu le bilan de la saison. On va peut-être revenir aussi sur la saison de chacun de nos clubs. Ça va être très intéressant à suivre durant la saison morte. Mais passons en fait à ce qui nous importe le plus. On récapitule. Cavalry FC qui remporte le championnat du printemps et le championnat d'automne. On a une finale qui va se jouer avec le match aller qui va se jouer à Hamilton ce samedi qui arrive. Donc, dans 3 jours, on enregistre aussi. On est très tard en soirée, le mercredi soir, le 23. Et puis, c'est ce samedi, le 26, le premier match à Hamilton. Je sais que toi, tu y seras avec des amis et de la famille, Daniel. Ça va être très intéressant d'avoir que tu nous parles de ton expérience la semaine prochaine. Puis, la semaine prochaine, on aura bien évidemment le match retour à Calgary. Parle-nous un peu de cette finale. Présente-nous un peu cette finale entre ces deux équipes-là. Eh bien, par rapport à la finale, comme vous le saviez, le calendrier avait déjà été déterminé, malgré qu'initialement, ça devait être l'équipe qui était champion d'automne qui devait décider quel jour voulait jouer, lequel des deux phases voulait-elle recevoir le match. Mais pour des raisons de contraintes de stade, on a dû faire le match aller à Hamilton et le match retour à Calgary. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'il va y avoir un match aller à Hamilton et un match retour à Calgary. Et s'il a égalité de buts, eh bien, ça va être la règle des buts marqués à l'extérieur. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette règle-là, c'est qu'en cas d'égalité de buts, eh bien, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Donc, on a tout intérêt à avoir marqué plus de buts à l'extérieur que son adversaire. Et si après la règle des buts marqués à l'extérieur, on arrive quand même à égalité, eh bien,
il va avoir une séance de tir au but directement. Il n'y aura pas de 2 fois 15 minutes de prolongation. Donc, c'est comme ça qu'on va déterminer le gagnant de la ligue. Et le trophée va être présenté le vendredi à Hamilton. Et aussi, il va avoir, le champion va avoir un petit badge qu'il va pouvoir porter l'année prochaine, pendant toute la saison. Également, il va se mériter une place pour la prochaine édition de la CONCACAF League. League. Ouais, la Exactement, CONCACAF League. CONCACAF Nations League, exactement. c'est pour les équipes Les équipes nationales. nationales, exactement. Actuellement, il y a quelques blessés de part et d'autre. Espérons, mais vous savez, quand il y a un grand match, il y a beaucoup de bluff autour des blessés, là. Ça arrive souvent que des clubs disent ah, j'ai des blessés, puis là, le jour du match, ils s'entraînent et tout va bien avant le match, ou ils rentrent dans le match, ils marquent 3 buts. Euh, je vise personne. Et donc, moi, je pense que ça va être un match, une série assez intéressante, puisque comme tu l'avais dit la semaine précédente, ça a toujours été serré entre les deux. C'est une égalité parfaite, si je me trompe pas. Il y a eu un match nul et autant de victoires de part et d'autre durant les 7 précédentes confrontations. Il y a eu un peu d'animosité dans certains matchs, notamment en Voyageurs Cup, puisque c'était à confrontation, à élimination directe. Je m'attends vraiment à ce que les équipes jouent pour de vrai, là. J'espère vraiment pas avoir un match défensif. Là, moi, je vais aller voir le match samedi à Hamilton et je vais pas là-bas pour voir un 0-0 là. Désolé. Euh, J'aimerais ça avoir un 2-1, un 2-2, un 3-2, un 3-3. Allez-y, là. Donc, c'est sûr que comme le 11 partant, tout dépendant des blessures, tu sais, c'est quand même forgé à travers le temps. La profondeur de l'effectif va être assez importante parce qu'on l'a vu lors des différents matchs, les remplaçants ont aidé beaucoup ces deux équipes-là de faire des changements stratégiques, permis de renverser la vapeur plus d'une fois. Donc, après ça, c'est débattable lequel a le plus de profondeur. Moi, je pense que ce serait plutôt du côté de Cavalry. Et en plus, il y a il y a des suspensions, notamment Dominic Samuel du côté de Forge. Donc, moi, je pense que ça va être le Cavalry qui va gagner la série. Ben, ce serait surprenant que ce soit pas le Cavalry, malgré le fait que c'était des matchs très serrés. On se rend compte que Cavalry a été l'équipe la plus constante tout au long de l'année en gagnant les deux championnats. C'est sûr que, bon, Forge, dans le championnat d'automne, c'est sûr qu'ils devaient jouer aussi la CONCACAF League. Ça a dû prendre aussi beaucoup de leur. Ben, ça a pris beaucoup d'énergie du côté de Forge et ça a donné beaucoup de blessures aussi, bien évidemment. On est conscient de ça. Je pense que ça va être un match quand même assez intéressant, un duel assez intéressant entre ces deux équipes-là. Mais oui, je pense que le favori, c'est Cavalry. Par contre, je ne suis pas prêt à vraiment donner un vainqueur parce que. Je pense que ça peut aller des deux côtés, même si, bien évidemment, le favori reste Calgary, le Cavalry de Cavalry. Donc, bon, on verra à ce moment-là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est tout pour la CanPL pour l'instant. Donc, bon voyage déjà, Daniel. J'espère que tu vas t'amuser là-bas et que tu auras ce que tu souhaites. Donc, début, pour quelqu'un de neutre, c'est important. Et on va finir avec notre dernier sujet. On va en parler brièvement. C'est la Coupe du monde des moins de 17 ans. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Canada s'est qualifié pour la Coupe du monde des moins de 17 ans qui va se jouer au Brésil. Et le Canada s'est retrouvé dans un groupe quand même qui est abordable avec le Brésil, l'Angola et la Nouvelle-Zélande. Bon, le Brésil, c'est sûr, c'est les hôtes. On connaît tous le Brésil et la qualité de la formation brésilienne. Donc, ce sera presque impossible pour le Canada de battre le Brésil. Je serais très surpris de les voir les battre. Mais par contre, l'Angola, c'est leur première participation à vie dans cette Coupe du Monde des U17. Et puis, la Nouvelle-Zélande, c'est leur deuxième, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même des adversaires abordables. Euh, donc, c'est pas dans la poche parce que la Nouvelle-Zélande a eu quand même des résultats
dans cette Coupe du Monde U17 au fil des ans. En fait, non, ce n'était pas leur deuxième participation, il y en avait plusieurs, sauf qu'ils ont eu des résultats, ils sont déjà allés jusqu'au quart de finale. Tandis que le Canada, je pense qu'ils sont à leur quatrième participation, puis ils n'ont jamais remporté une seule victoire encore. Donc, il y a ils ont encore beaucoup de croûte à manger, comme on dit, du point de vue de l'équipe nationale canadienne des U17, mais jouer contre l'Angola et la Nouvelle-Zélande, ça leur donne une chance de peut-être finir deuxième, puis peut-être se qualifier au prochain tour. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes très intéressants dans cette équipe-là. C'est divisé entre les académies des clubs de MLS. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de l'effectif, toi, Daniel, de l'effectif de ces U17-là. Mais moi, ce que je retiens du fait que les joueurs viennent presque exclusivement de ces académies, c'est que les clubs de CanPL doivent se dépêcher d'en avoir parce que on peut pas se contenter, on peut pas avoir une équipe nationale forte en ayant seulement trois sources de production de joueurs de qualité, surtout dans un pays grand comme le Canada, là. Oui, exactement. En tout cas, ça va être très intéressant. Comme tu as dit, beaucoup de joueurs de ces académies-là et aussi beaucoup de joueurs talentueux. Déjà, par exemple, dans l'Académie montréalaise, on pense à Matt Catavolo, on pense à Benjamin Collins. Il y a quand même de bons joueurs que moi j'ai déjà vu évoluer, pas beaucoup, mais j'ai vu un ou deux matchs d'eux qui seraient quand même intéressants. Bon, il y a aussi, bien évidemment, Sean Rea, je pense qu'il était blessé à un moment donné. Maintenant, il s'est remis de blessure, mais il pourrait être intéressant, tout dépendant si jamais il va être titulaire ou non. Mais même en tant que super sub, il peut être très, très bon. On a vu aussi Jaden Nelson du côté de Toronto, qui est un très bon attaquant, qui peut faire mal aussi. En tout cas, c'est intéressant. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vais suivre ces matchs-là. Pour ceux qui veulent savoir où ça se joue, comment ça se joue, ainsi de suite, c'est très simple. Le 26 octobre sur TSN et RDS à 4 heures l'après-midi, vous allez pouvoir ça. Donc, vous pouvez le voir en anglais ou en français. Le 29 octobre contre l'Angola, TSN, RDS à 7 heures le soir. Et puis le 1er novembre contre la Nouvelle-Zélande en TSN et RDS à 7 heures le soir. Donc, c'est disponible sur la télé conventionnelle. Donc, bien évidemment, ceux qui préfèrent la regarder en ligne, je suis sûr que c'est disponible aussi. Mais n'hésitez pas à regarder puis nous en parler. Et voilà, nous, on va suivre cette compétition de près. Daniel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à notre épisode ou est-ce que ce sera tout pour cette semaine? Eh bien, juste rappeler à nos auditeurs que pour la finale de la Canadian Premier League, vous avez la possibilité de la regarder gratuitement sur CBC, que ce soit à la télévision ou et tout le monde a CBC au Canada, ou sur Internet en streaming sur le site de CBC Sport. Sinon, ceux qui sont abonnés à OneSoccer, ben, j'ai pas besoin de... Vous le savez déjà. Vous pouvez vous abonner pour une journée seulement aussi sur OneSoccer. Ça, je pense que c'est 3 $ ou 5 $ pour une journée. Vous pouvez la regarder en groupe. Je vous invite tous à regarder que vous intéressiez de près ou de loin à la Canadian Premier League. Ça serait peut-être une bonne occasion de commencer. Exactement. Et puis le match retour, on ne sait pas encore s'il va être on ne sait pas encore si ça va être sur la télé conventionnelle, mais il n'y a pas eu d'annonce à cet effet. C'est possible que ce soit encore disponible aussi, mais on verra. On vous dira en temps et lieu. Ben écoute, Daniel, merci beaucoup de t'être rejoint à moi cette semaine encore une fois. Puis on va en parler. J'espère que tu vas avoir un bon match, comme je l'ai déjà dit. Puis on va en parler de nouveau la semaine prochaine. On va parler en long et en large de cette première finale de l'histoire de la CanPL. Je te souhaite une très bonne semaine, un très bon voyage et à la semaine prochaine. Merci à tous de nous écouter. Continuez à nous écouter, à parler de nous et à parler de CSL Érable. Et j'espère que vous aimez ce qu'on fait. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions. On sera ravis de vous répondre. Merci à tous et à la semaine prochaine.